Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Jean-Paul Belmondo, l'homme des courses-poursuites endiablées, des cascades audacieuses, des Ferrari rugissantes, a fini ses jours au volant d'une Renault Twingo. Et oui, notre bébelle nationale passait ces dernières années à glisser dans les rues de Paris, non pas dans une sportive affûtée, mais dans cette modeste citadine. Il l'a achetée flambant neuve le 24 octobre 2013 chez Renault à Paris. La Twingo en question est un modèle de seconde génération, phase 2, en finition initiale, le summum du luxe façon Twingo. Carrosserie noire, élégante et sous le capot un 4 cylindres 1,2 litre de 75 chevaux. C'est avec elle que Jean-Paul Belmondo arpentait les pavés parisiens. Et aujourd'hui, cette Twingo, avec ses 30 000 km au compteur, est prête à devenir l'ultime objet de désir des collectionneurs, car elle sera vendue aux enchères prochainement à Lyon dans le cadre du salon Époque Auto. Mieux encore, le certificat d'immatriculation est toujours au nom de Bébel lui-même. Vous l'aurez compris, cette Twingo n'est pas une voiture, c'est une légende roulante avec un prix estimé entre 20 et 25 000 euros. Elle est décrite comme une véritable pièce de collection à préserver. Après tout, cette voiture n'a pas seulement transporté un homme, elle a porté une légende. Alors selon vous, à quel prix partira cette Twingo? Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Parlons maintenant d'un petit roadster racé, l'Ace, produit par AC Cars dans les années 50, un temps où l'essence coulait à flot et où la fureur des moteurs résonnait dans tout le Royaume-Uni. Ce modèle iconique, géniteur de la légendaire AC Cobra, qui a terrorisé les circuits et conquis les cœurs, fait aujourd'hui un retour électrique. AC Cars, toujours en activité, a décidé de lui donner une seconde vie en version branchée. Voici donc l'Ace classique électrique et il faudra s'y faire, ce bolide est désormais muet. Mais attention, silencieux ne veut pas dire anémique. Ce roadster électrique de 1134 kg seulement cache sous son capot une énorme batterie de 72 kWh avec une autonomie annoncée de 320 km. Côté performance, AC Cars annonce fièrement que le moteur développe 300 chevaux et avec un poids plume pour une voiture électrique, on peut s'attendre à ce que l'Ace bondisse comme une gazelle sur la ligne de départ. Pas de chiffre précis pour l'accélération, mais on devine qu'il y aura de quoi décoiffer plus d'une moumoute. Pour les puristes, deux styles distincts inspirés de l'histoire du modèle seront proposés, l'un rappelant l'Ace Ford, l'autre l'Ace Bristol. Deux interprétations du même mythe, l'une plus musclée, l'autre plus raffinée, mais toutes deux un clin d'œil à cette époque glorieuse où l'on conduisait avec panache et sans trop penser à l'empreinte carbone. Alors, coup de génie ou massacre total, donnez-moi aussi vos avis dans les commentaires. Voici enfin le remplaçant d'une légende, le tout nouveau Suzuki e-Vitara. Oui, Suzuki a décidé de s'attaquer directement au Peugeot i2008 notamment. À première vue, il a tout ce qu'il faut pour être pris au sérieux, un bon 4,28 m de long, bardé de ses protections de carrosserie en plastique noir. Les passages de roues musclés encadrent des jantes de 18 ou 19 pouces selon la version choisie. À l'intérieur, Suzuki a placé une double dalle numérique, 10 pouces 25 pour les compteurs, bien en vue derrière le volant, et 10 pouces 1 pour le système multimédia en plein centre. Mais Suzuki a eu aussi la brillante idée de garder quelques boutons physiques, notamment pour la climatisation. L'espace à l'arrière est généreux grâce à un empattement de 2,70 m et une banquette qui peut glisser sur 16 cm. Le coffre, lui, fait 306 litres avec la banquette reculée, de quoi ranger pas grand-chose finalement. Côté moteur, Suzuki propose trois versions. D'abord le modèle d'entrée de gamme avec un moteur avant de 145 chevaux et une petite batterie de 49 kWh. Ensuite, une version de 180 chevaux avec une grosse batterie de 61 kWh, toujours en deux roues motrices. Et enfin, la variante pour ceux qui en veulent vraiment, 184 chevaux, deux moteurs, transmission intégrale et la grosse batterie de 61 kWh. Les modèles à deux roues motrices affichent 189 Nm de couple, tandis que la version intégrale en propose 300. Clairement, pas de quoi déglinguer vos cervicales. Côté autonomie, on attend encore des chiffres précis de Suzuki, mais la puissance de recharge rapide est annoncée à 150 kW. Quant au prix, mystère, le lancement est prévu pour l'été 2025 et la production commencera dès avril en Inde. Alors aura-t-il une chance face à la concurrence? Réponse dans quelques mois. Passons maintenant chez Michelin, pour qui ça se gâte en ce moment. Le géant français du pneu, celui-là même qui nous a accompagnés sur les routes pendant des décennies, annonce la fermeture de 2 sites en France.
Et bien sûr, cette décision n'est pas tombée du jour au lendemain. Michelin nous assure que cette fermeture est l'ultime recours après avoir épuisé toute autre solution possible et imaginable. Mais voilà, l'industrie du pneu s'effondre littéralement sur tous les fronts, qu'il s'agisse de pneus pour voitures, camionnettes ou poids lourds. La direction de Michelin explique que cela est dû en partie à une invasion de pneus asiatiques à prix cassé. Les pneus chinois bon marché, en 10 ans seulement, ont pris une sacrée place en Europe et ailleurs, avec des ventes qui ont explosé de 9% pour les pneus tourisme et utilitaires légers, et même plus 11% sur les pneus poids lourds. Le résultat, une production qui s'entasse dans certaines usines de Michelin, incapables d'écouler leurs pneus comme avant. Et là-dessus, Florent Menegaux, le patron de Michelin, pointe également du doigt le prix de l'énergie en Europe, 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis ou en Asie, un obstacle de taille pour la compétitivité des sites français. Les sites en question, celui de Cholet avec ses 955 employés et à Vannes qui en compte 299. Au total, ce sont donc 1254 salariés touchés par cette restructuration. La production va donc ralentir peu à peu jusqu'à s'arrêter définitivement début 2026. Et cette fermeture fait suite à une annonce de fermeture de 2 sites en Allemagne prévue pour 2025. Bref, Michelin est dans la tourmente et cette fois, le célèbre Bibendum pourrait bien être en train de se dégonfler. La nouvelle Citroën IC3 risque d'être l'un des plus beaux fiascos de Citroën. Il semble que la citadine française ait décidé de prendre la scène d'assaut en provoquant quelques déboires, des soucis de jeunesse diront les optimistes, avec des problèmes au niveau de l'instrumentation ou de commandes importantes comme les clignotants, les vitres électriques ou la fermeture centralisée qui vous enferme à l'intérieur. Prenons l'exemple de cet heureux propriétaire d'une IC3 blanche, fier de sa nouvelle monture. Imaginez sa joie, l'odeur de la nouvelle voiture, l'excitation de l'électrique jusqu'à ce que la belle s'arrête en plein milieu d'un rond-point. Panne de batterie ? Eh bien non, la batterie était encore à moitié pleine, donc normalement assez pour finir au moins un aller-retour au supermarché, mais cette IC3, elle, a tout bonnement décidé de faire une pause spontanée. Elle cale, refuse de bouger et ne montre aucun signe de coopération. La scène aura duré une bonne demi-heure avant qu'elle accepte de bien vouloir repartir. Résultat, des bouchons à la chaîne et des klaxons tout autour. Tout cela parce que la C3 a décidé qu'il était temps de méditer un peu sur le sens de sa vie de voiture électrique. Et il paraît que Citroën n'en est qu'au début des ajustements pour son logiciel. Et pour Stellantis, qui aimerait tant se débarrasser de son image de constructeur à problème, voilà une anecdote qui, disons-le, tombe aussi bien qu'un pavé dans un lac de PureTech. Certains diront « oui, une voiture qui tombe en panne, ça arrive tous les jours ». Sauf que là, on parle d'une voiture toute neuve, mais tellement précipitée dans les chaînes de montage qu'on pourrait presque croire qu'elle a été assemblée dans la précipitation d'une soirée pizza-bière. Tout ça pour satisfaire le programme d'aide de l'État. Résultat, on se retrouve avec une voiture qui fait plus de caprices qu'une diva en tournée mondiale. Les premiers propriétaires sont de plus en plus nombreux à rencontrer d'innombrables petits et parfois gros pépins avec cette C3. Et même les vendeurs Citroën croisent les doigts et serrent les dents chaque fois qu'ils font faire un essai à un client, comme si la voiture risquait de leur faire un numéro de cirque en plein milieu de la route. Triste vérité, ce modèle pourrait bien sceller le sort de Citroën. Si vous n'avez pas fait de micro-coma, vous êtes sans doute au courant que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et que Tesla a bondi de 12% sur le Nasdaq. Elon Musk doit être en train de siroter un espresso en souriant de toutes ses dents car le vent tourne carrément en sa faveur. Avec Trump à la barre, Musk se retrouve non seulement en bonne position pour peser sur la politique nationale d'électrification, mais surtout pour inciter le président à lever le pied sur les embrouilles avec la Chine. Après tout, pourquoi se fâcher avec un pays qui achète autant de Tesla et qui est aussi l'usine à voitures de la marque ? Trump, on s'en souvient, s'en donnait à cœur joie avec les taxes à l'importation pour mettre la Chine au pas entre 2016 et 2020. Et pour Musk, moins de conflits avec Pékin, c'est plus de Tesla qui dévalent les autoroutes chinoises et encore plus de milliards qui s'ajoutent à sa fortune. Alors oui, la question reste, jusqu'à quel niveau Musk va-t-il jouer dans la cour de ce nouveau gouvernement Trump ? Quoi qu'il en soit, Elon se retrouve plus que jamais en position de force, prêt à influencer comme il l'entend. Bref, la réélection de Trump pourrait bien faire de Musk l'homme le plus puissant du monde. Qu'en pensez-vous ? Dites-moi ça dans les commentaires. Au dernier mondial de l'auto, tous les constructeurs se sont pavanés pour dire « Regardez ce qu'on a pondu, c'est électrique, c'est révolutionnaire, c'est futuriste ».
Renault a tout donné cette année avec une Renault 5 électrique qui vous rappelle les années 80, une Renault 4 e-Tech qui tente de réchauffer le cœur des nostalgiques et un concept de Twingo électrifié qui nous promet, je cite, de l'électrique pour tous. Mais voici que Caradisiac a surpris la prochaine Clio en plein test et surprise, elle fera bien appel à de bons vieux moteurs à explosion. Évidemment, ces moteurs auront une hybridation électrique, mais elle ne sera pas 100% animée par une pile. Alors oui, l'Europe nous fait miroiter 2035 comme l'année où toutes les voitures deviendront aussi silencieuses qu'un moine en prière, mais Renault le sait bien, les acheteurs, eux, ne sont pas si pressés de troquer la bonne vieille liqueur qu'on appelle essence contre une batterie, et tant que ça se vend, pourquoi changer ? Prévue pour faire son entrée dans quelques mois et débarquer sur les routes en 2026, cette Clio 6, d'après ses premières images, risque d'être un scénic en réduction. On note une calandre avec une série de petits losanges comme une œuvre moderne, les feux de jour seront simplifiés. Quant à la partie arrière, on dirait que quelqu'un a eu une envie soudaine de tout redessiner. Alors rendez-vous dans quelques mois quand elle commencera à s'effeuiller pour découvrir ce qui se cache sous ce camouflage. Hier matin, chez Nissan, on servait des cafés bien serrés et l'ambiance était celle d'un jour d'orage. On annonçait le licenciement de 9000 personnes à travers le monde, une réduction de la capacité de production de 20% et tenez-vous bien, une réduction de moitié du salaire du patron. Coucou Carlos. Et ce n'est pas tout, Audi se joint à la danse, mais attention, chez eux, la production semble épargnée, du moins pour le moment. Par contre, dans les bureaux de développement, ça va saigner, ils envisagent de tailler dans les effectifs avec 2000 postes en moins et au total on parle de réduire la masse salariale de 15%, soit 4500 emplois en moins rien qu'en Allemagne. La direction a confirmé à Reuters que des négociations étaient en cours avec les représentants du personnel et un certain Jörg Schlagbauer, président du comité central, a tenté de rassurer tout le monde en évoquant des moyens d'éviter les licenciements économiques. Cela se rajoute à l'arrêt de la production en Belgique de leur SUV électrique, le fameux Q8 e-tron, un modèle qui aurait dû conquérir le marché à 100 000 ventes par an et qui n'a réussi à séduire que 24 000 acheteurs. Entre Nissan, Audi, Volkswagen qui ferment 3 sites de production et annonce 20 000 licenciements, ou encore Michelin avec 2000 salariés mis à la porte et 2 usines en France qui tirent le rideau, on peut officiellement dire que le secteur automobile traverse l'une des crises les plus sévères de son histoire. Et avant de terminer cette vidéo, si comme moi vous aimez votre voiture mais que le prix de son assurance vous donne envie de la brûler, j'ai une solution, notre comparateur d'assurance auto qui va vous permettre en quelques clics de comparer toutes les offres du marché et de trouver la meilleure assurance au meilleur prix. Et ce qui est encore mieux, c'est que ça ne coûte rien, ça ne vous engage en rien et ça peut vous faire économiser en moyenne 380 € par an, soit assez pour cramer 3 trains de pneus, acheter 95 litres de 15W40 ou encore 95 kg de cacahuètes pour les longs trajets. Bref, c'est super simple, ça prend 2 minutes pour faire le comparatif et vous savez combien vous pouvez économiser sur votre assurance. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Et en plus, ça soutient la chaîne et soyons honnêtes, ça vous évitera de prendre du bide à cause des 95 kg de cacahuètes. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!